L'audience est reprise. Je vais donner la parole à Maître Dimitri, mais avant, j'aimerais rappeler quelque chose. Maître, nous avions déjà reçu les écritures de toutes les parties. Et donc, je demande à toutes les parties, et spécialement à vous, de ne pas répéter ce que nous avons déjà lu. Et en plus, nous avions prévu la première session pour examiner les observations par rapport à la règle 122, paragraphe 3 du règlement des procédures de preuve. Là, je commence à avoir des inquiétudes parce que nous commençons à dépasser notre calendrier. Alors, maître, s'il vous plaît, essayez de vous résumer. Vous avez 3 minutes pour conclure et ensuite, je vais donner la parole à d'autres parties. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Mr. President. Monsieur le Président, Maître Knosch. toutes mes excuses, mais pour vous aider et vous aider mes éminents confrères, la défense de M. Ngaïsona, on aura pour à peu près 15 minutes, pas plus, pour les observations de la règle 122. Donc, nous voulons bien donner un peu de notre temps à nos amis de l'équipe Yekatom, si vous nous le permettez. Ça permettrait ainsi d'aller peut-être plus vite. Merci. Très bien, Maître Knops. Puis-je savoir combien de minutes voudrait utiliser Maître Van der Pouillet? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je ne pense pas que j'aurai besoin de beaucoup de temps pour répondre aux arguments soulevés par Maître Dimitri ou pour répondre aux observations de Maître Knops. Je sais que les représentants légaux des victimes auront peut-être des observations à faire, en tout cas. Oui, Monsieur Van der Pouillet, mais vous n'allez pas utiliser ne fût-ce que 5 minutes? C'est pour évaluer un tout petit peu. Oui, à peu près 5 à 10 minutes, pas plus. Merci beaucoup. Et le représentant des victimes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je vais présenter les observations pour les deux équipes. Et j'anticipe, selon bien évidemment ce que le bureau du procureur dira également, mais j'anticipe pas plus que 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Maître. La Chambre remercie la défense de Ngaïsona pour sa générosité et la Chambre remercie évidemment le bureau du procureur et les représentants des victimes. Néanmoins, nous sommes en retard sur notre calendrier. Alors, Maître Dimitri, la Chambre vous accorde 5 minutes pour conclure, s'il vous plaît, parce que nous avons déjà lu vos écritures. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, Madame les juges, je vais faire aussi vite que je peux et je m'excuse par avance aux interprètes.
L'accusation pourrait prétendre que la défense a fait un grand nombre de demandes de levée d'expurgation qui n'ont pu être traitées rapidement avec ses ressources limitées. L'accusation est seule responsable du retard causé par le règlement des différends, non seulement parce que le fardeau de justifier les expurgations leur incombe, mais également pour les raisons suivantes. En premier lieu, rappelons que la défense a débuté les échanges interpartis avec l'accusation pour la première fois le 30 avril 2019. Une série de lettres a suivi le 14 juin 2019, il y a plus de 3 mois. Ces correspondances sont restées lettres mortes pendant plusieurs semaines. Les problèmes se sont donc accumulés à un point tel que l'accusation a manqué de temps pour les traiter en temps utile. Deuxièmement, anticipant d'ores et déjà que l'accusation allait repousser indéfiniment le contentieux lié aux expurgations en évitant de répondre promptement aux correspondances de la défense, celle-ci avait expressément demandé à la Chambre de restreindre les délais de réponse aux correspondances sur les expurgations. Voir l'écriture 47, paragraphes 68-69. Troisièmement, après que la Chambre eut déterminé que les délais de rigueur n'étaient pas nécessaires et qu'elle comptait sur le professionnalisme des deux parties pour coopérer de bonne foi, la défense a initié des rencontres et des suivis par téléphone en avril et mai 2019. L'accusation a néanmoins décidé de retarder la résolution rapide des questions soulevées. Étant donné qu'au paragraphe 31 de la décision portant numéro 64, la Chambre a déclaré, et je cite, « In its decision on the confirmation of charges, the Chamber shall take into... » La Chambre prendra en compte uniquement les éléments de preuve qui ont été communiqués entre les parties. La défense demande par la présente à la Chambre d'aller au-delà et de ne pas tenir compte des déclarations contenant des expurgations injustifiées et utilisées par l'accusation pour appuyer les divers chefs d'accusation auxquels fait face M. Yekatom. L'importance des expurgations appliquées, comme en témoignent les exemples que j'ai donnés, a empêché M. Yekatom d'enquêter, de présenter des preuves et de contester celles présentées par l'accusation. L'accusation a eu amplement le temps d'examiner ces questions avant l'audience de confirmation des charges et de promptement coopérer de bonne foi avec la défense. Elle a choisi de ne pas le faire. Tout ajournement porterait également préjudice à M. Yekatom, qui est détenu depuis près d'1 an et qui s'est opposé, plus d'une fois, à tout report de l'audience de confirmation des charges. La défense ne peut se prononcer sur les questions de crédibilité et de fiabilité relatives à la preuve portée par l'accusation. L'exercice des droits de la défense est entravé lorsque l'identité des témoins oculaires ou des victimes présumées sont expurgées. Si M. Yekatom avait disposé pleinement des droits prévus à l'article 61.6 du statut, les éléments de preuve auraient inévitablement été contestés. Au regard de l'impossibilité pour M. Yekatom d'exercer pleinement ses droits, en raison du manque de diligence de l'accusation et de son incapacité à trouver un juste équilibre entre la nécessité d'appliquer des expurgations et les intérêts et les droits de M. Yekatom, l'accusation devrait être privée de l'utilisation de ses déclarations. Si l'accusation a fait preuve du même manque de diligence dans son examen des éléments de preuve relatifs à la Séléka que dans son application des expurgations standards, une conclusion s'impose. L'accusation a fort probablement en sa possession une quantité non négligeable de documents recueillis dans le cadre de son enquête sur la Séléka qui n'ont pas été transmis à la défense. De nombreux éléments qui permettraient à M. Yekatom, notamment, de démontrer que les civils que Mme la procureure l'accuse d'avoir attaqués étaient en réalité armés, engagés dans les combats et faisaient partie des combattants Séléka. Aujourd'hui, l'accusation devrait être sommée de faire un choix. Aujourd'hui, afin de préserver l'intégrité de la procédure et en toute équité pour le droit de M. Yekatom de contester pleinement les éléments de preuve de l'accusation ou de présenter ses propres éléments de preuve, l'accusation devrait mettre un terme à la non-divulgation des éléments de preuve relatifs à la Séléka. L'accusation a eu amplement le temps de déterminer si elle avait recueilli suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre les membres de la Séléka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, particulièrement à la lumière de sa déclaration du 24 septembre 2014. Aujourd'hui, l'accusation devrait soit arrêter et poursuivre les membres de la Séléka qu'elle considère comme suspects des crimes relevant de la compétence de la Cour, ce qui lui permettrait de s'acquitter pleinement de ses obligations de divulgation, soit elle devrait être sommée de divulguer ces éléments sans délai.
M. Ekatom et la défense ne sont pas assis dans la galerie du public. M. Ekatom est assis dans cette salle d'audience et fait face à de graves accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est partie à la procédure et devrait pouvoir y participer pleinement. Nous invitons donc la Chambre à joindre l'examen des observations que je viens tout juste de présenter à celui des charges et des éléments de preuve et à délibérer sur l'opportunité des expurgations et des demandes de la défense. La défense reconnaît que la Chambre a déterminé que la protection de l'enquête en cours et future de l'accusation prévalait sur les intérêts de la défense et que, conséquemment, aucune des expurgations appliquées relatives à l'enquête sur la Séléka ne pouvait être levée. Toutefois, il existe un point de rupture, au-delà duquel les droits de M. Ekatom, a fortiori lorsqu'il est détenu, doivent l'emporter sur la protection de l'enquête en cours et à venir de l'accusation. Ce point de rupture est passé, maintenant que l'audience de confirmation des charges de M. Ekatom est en cours. Il n'est pas possible d'aller de l'avant à n'importe quel prix. Si l'accès à ces informations cruciales ne peut pas être accordé, la procédure de confirmation n'a aucune chance d'être équitable. Si la procédure ne peut pas être équitable, elle doit être abandonnée. L'accusation a déjà invoqué comme argument dans une requête antérieure, et je cite, « The unexpected speed at which the suspects were arrested ». La vitesse inattendue à laquelle les suspects ont été arrêtés Ne peut et ne devrait pas servir de justification pour refuser à M. Ekatom un processus de confirmation des charges équitable jusqu'à ce que l'accusation soit prête. La Chambre peut ordonner la libération immédiate de M. Ekatom, le renvoyer en République centrafricaine. Et lorsque l'accusation sera prête à agir, sans préjudice des droits de M. Ekatom, elle pourra poursuivre. Dans l'intervalle, M. Ekatom ne devrait pas devoir attendre un jour de plus en détention, que l'accusation soit prête à agir équitablement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Dimitri, pour votre coopération et pour vos efforts pour conclure. À présent, je passe la parole à Maître Knops pour ses observations par rapport à ce que Maître Dimitri a dit, mais surtout par rapport à ses propres observations sur la règle 122, paragraphe 3 du règlement des procédures d'épreuve. Yes, that's it. Thank you very much, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je ne vais pas répéter ce que nous vous avons présenté par écrit le 16 septembre, mais je vais plutôt soulever un autre point de procédure supplémentaire qui, bien sûr, reprend un peu ce dont nous parlons le 16 décembre. Et cela a à voir avec la portée de la règle 122.4. Donc, à la page 18 de la transcription de ce matin, ligne 1 à 6, vous avez bien dit que les observations en matière de règle 122.3 ne peuvent plus être faites, ni lors de l'audience de confirmation des charges, ni lors du procès en tant que tel en première instance, le cas échéant. C'est une observation extrêmement valable, certes, mais nous faisons valoir et nous demandons à la Chambre, en nous basant sur l'article 31.3 du droit de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d'appliquer cette règle, donc la 122.4, afin que M. Gaissona, après cette audience, n'ait pas renoncé à son droit de soulever des observations de forme ou de fond à propos de la procédure en tant que telle. Si bien sûr, cette Chambre décide de confirmer les chambres. Et pourquoi est-ce que je vous demande cela? Eh bien, M. Gaissona doit répondre de 111 charges
portant sur 16 crimes allégués. Et cette équipe a eu 30 jours pour se préparer. 30 jours après la publication du DCC. DCC qui fait quand même 249 pages. Et je ne vous parle pas des annexes, il y en a 700 pages. Et un nombre incalculable de notes de bas de page, 1291 au moins. Et dans ces 30 jours dont disposait la défense a aussi dû étudier 15 046 pages de documents communiqués en cette série. Donc cela demande que l'on comprenne bien ce qui est entendu par la disposition 122.4, comme vous l'avez expliqué de ce matin, sur le temps de préparation. C'est pour ça que le 16 décembre, nous avons demandé à alerter la Chambre de plusieurs choses. Premièrement, on ne saurait dire que M. Ngaïsona renonce à tout droit de soulever des points de procédure si, bien sûr, cette chambre préliminaire confirme l'affaire. Et ça, c'est nouveau, hein. Ce n'est pas dans nos écritures du 16, mais c'est bien sûr une suite logique de nos écritures. Nous demandons à la Chambre de décider, et donc de décider que, vu la situation, la règle 122 petit 4 ne s'appliquera pas au vu de l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités. Alors, nous savons tous que le statut de Rome est un traité, et il est écrit dans la Convention de Vienne que le traité doit être interprété en toute bonne foi, d'après son but et son objet, et aussi d'après son contexte. Or, nous faisons valoir qu'en l'espèce, en contravention avec l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur la loi des traités, ce ne serait pas correct, lors de la confirmation des charges de M. Ngaïsona, de dire qu'il n'a pas eu le loisir de soulever des points de procédure dans ces 30 jours dont il disposait. Mais pourquoi est-ce que nous disons cela exactement? Vous avez lu nos écritures et vous avez dû voir que la règle 38.3G du règlement de la Cour stipule bien que la description des charges ne doit pas aller au-delà de 30 pages. De plus, en application de la règle 121.3 du règlement de procédure et de preuve, ce document, qui, je le rappelle, ne doit pas faire plus de 30 pages, doit être fourni aux équipes au moins 30 jours avant la date de l'audience de confirmation des charges. Nous n'avons pas disposé de ce temps. C'est simple à voir. Donc, nous n'avons pas obtenu le délai qui nous est pourtant accordé au titre du cadre statutaire de la Cour. Là, vous avez un DCC qui fait 249 pages et comme je l'ai dit, il y a plus de 700 pages d'annexes en plus. Donc, je fais référence ici à l'affaire Alassane. Vous pouvez vous y référer. Là, la Chambre a demandé à l'accusation d'informer la défense le plus rapidement possible et cela a été fait avec un préavis de plus de 60 jours. Bien, donc ils ont eu plus de 60 jours avant la date de l'audience de confirmation. Et la Chambre a dit que toute modification matérielle dans la base factuelle des allégations que l'on trouvait dans le mandat d'arrêt doit être montrée afin de satisfaire au règlement de l'article 67.1 du statut. Vous le trouverez à l'article, au paragraphe 31 de la décision ICC 01-12-01-18-143, version anglaise.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans leur décision, les juges ont cité leur manuel pratique de mai 2017, où l'on trouve toute la logique qui explique pourquoi on a prescrit ce type de délai. Alors, pourquoi est-ce que nous vous demandons de décider de ne pas appliquer la règle 124.4 en l'espèce? Il y a deux observations pour cela. La Chambre a bien dû observer que le nombre des charges a explosé et le nombre de lieux géographiques aussi impliqués ont explosé. Ensuite, la qualification de certains de ces crimes a été modifiée. Donc, je vous donne un exemple. Zawa, ce lieu, n'était pas nommé dans le mandat d'arrêt. Il a été ajouté au DCC et associé de 4 nouveaux chefs. Et puis, en ce qui concerne Bangui, 5 nouveaux chefs ont été ajoutés. Boda, on en a eu 4. Pour ce qui est de la préfecture Lobaya, Berberati et Carnot, on a ajouté collectivement 4 chefs. Enfin, je vous donne juste un aperçu de l'augmentation du DCC. Et tout ceci, malgré votre décision, selon laquelle il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer la conclusion que M. Ngaïsona aurait engagé sa responsabilité pénale dans les crimes qui auraient été commis à Guen. Et malgré vos propos, eh bien, au paragraphe 575 et suite, l'accusation a ajouté cette localité. Ce qui fait qu'en tout, par rapport au mandat d'arrêt, 34 nouvelles charges ont été ajoutées au DCC, y compris donc ces chefs portant sur le district de Guen. Et puis, ça c'était la portée géographique. Et maintenant, on a aussi la qualification des crimes qui a été modifiée. Les chefs de viol et tentatives de viol, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, n'étaient pas inclus dans le mandat d'arrêt. Mais ils ont apparu dans le DCC, et ce, à Bangui, par exemple, Boda, Yaloke, surprend l'interprète, ou Bosangoa. D'autres crimes ont été inclus aussi pour la première fois dans le DCC de M. Ngaïsona, y compris des crimes de guerre, le crime de guerre d'atteinte à la dignité personnelle à Bangui, un autre chef qui serait crime de guerre, c'est-à-dire traitement inhumain et humiliant à Boda, Berberati, Kano et Yaloke. Donc la Chambre se retrouve avec un DCC qui, en termes de quantité de chefs et en termes aussi de qualification des crimes, a fait exploser l'affaire de M. Ngaïsona. Elle est devenue énorme. Donc nous considérons que de ce fait, sachant comment est stipulé l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités, nous vous demandons d'interpréter la règle 122.4 de cette façon-là, en prenant en compte la bonne foi, en prenant en compte le contexte et l'objet du traité, puisque la RPE, finalement, c'est un dérivé du traité. Et nous vous demandons donc, si les charges sont confirmées, ce qui bien sûr va faire l'objet d'un débat, eh bien, si éventuellement les charges sont confirmées, nous
voulons pouvoir soulever des arguments de fond et de forme plus tard. Je suis d'accord que cela ne suit pas le principe de la règle 122.4, mais au vu des circonstances, vu le temps extrêmement réduit dont nous avons disposé, et surtout vu le fait que nous n'avons pas eu droit au délai qui nous est permis par les textes, et vu aussi l'explosion dans la quantité de chefs et dans la portée géographique du DCC, nous considérons qu'il convient d'interpréter correctement la règle 112.4. Donc c'est ce que nous vous avons demandé déjà le 16 septembre. Et ma dernière observation, conclusion, et c'est toujours un point de procédure, et c'est un point que vous ne trouverez pas dans nos écritures du 16 septembre, les arguments présentés par le LRV le 13 septembre 2019 en ce qui concerne la responsabilité alléguée de M. Ngaïsona, paragraphe 9 à 13, nous considérons que ces écritures n'ont aucun fondement juridique. Donc, dans ces arguments présentés par les LRV, on trouve en fait une demande pour, en contournant, arriver à augmenter le mode de responsabilité personnelle, indirectement en modifiant un peu les modes de responsabilité engagés pour M. Ngaïsona, ce qui, d'un notre avis, est contraire à l'objet de la règle 121.4 du RPE, qui dit que toute modification des charges doit être notifiée à la chambre préliminaire et à la personne en question au plus tard 15 jours avant le début de l'audience. Alors les LRB, bien sûr, vont répondre et vont nous dire que c'est une règle qui ne s'applique qu'à l'accusation. Mais nous faisons valoir, vu l'objet de cette règle, je rappelle toujours, c'est la règle 121.4, elle doit s'appliquer de façon identique à l'accusation et au LRV. Et dans l'opinion du juge Pikis, dans l'arrêt Lubanga du 11 juillet 2008, paragraphe 41, vous trouverez au paragraphe 16 aussi, vous trouverez donc les arguments pour étayer notre proposition. C'est une opinion dissidente du juge Pikis. Et il considère que ce n'est pas à la victime de renforcer l'accusation ou de se confronter à la défense. Donc, nous considérons que les LRV ont outrepassé leurs droits et nos arguments s'appliquent d'ailleurs aussi à tout essai de modifier les charges à cette étape de confirmation des charges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Knops. Je vais à présent donner la parole aux représentants légaux des victimes pour intervenir avant de passer au procureur qui va plutôt conclure. Parce que vous avez été mentionné aussi dans les observations de la défense de M. Ngaïsona. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que j'interviens seulement d'abord sur la question de Maître Knops. C'est bien correct. Et vous continuez aussi sur la règle 122, paragraphe 3. D'accord. Thank you, Mr. President. I will start with the last... Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir pour commencer par les derniers commentaires de Maître Knops et puis j'aborderai les autres observations présentées par la défense de Monsieur Yekatom.
Commençons donc par la fin, par la dernière idée avancée par Maître Knops. Je pense qu'il y a une erreur de compréhension de l'objectif qui sous-tend la présentation des écritures le 15 septembre par le LRV. En effet, nous avons très clairement précisé que les victimes étaient inquiets de voir que l'article 28 du statut de Rome ne semblait pas avoir été invoqué comme étant un mode de responsabilité dans le chef de M. Ngaïsona dans le document contenant les charges. Il s'avère que ce mode de responsabilité est par contre imputé à M. Yekatom. Il est dès lors tout à fait légitime que les victimes se posent la question de savoir pourquoi cela n'a pas été le cas dans le chef de M. Ngaïsona. Puis, pour en venir au fond, nous ne demandons pas pour autant une modification du document contenant les charges, ni les chefs d'accusation. Ce n'est ni notre rôle, ni à nous de déclencher ce genre de demande devant la chambre préliminaire. Mais il appartient à la chambre préliminaire, du fait de ses pouvoirs inhérents, de changer le mode de responsabilité tel que avancé par le procureur si, à l'issue de l'audience de confirmation de charges, il s'avère que M. Ngaïsona pourrait également être inculpé du chef de l'article 28 du statut de Rome. C'était d'ailleurs ce qui s'est déjà passé dans une affaire précédente qui concernait également la République centrafricaine, dans l'affaire Bemba. En effet, dans cette affaire, le procureur n'avait pas repris dans le DCC la responsabilité de M. Bemba du chef de l'article 28 du statut de Rome. Et dans ce cas-là, à l'issue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre a demandé de manière expresse au procureur de l'inclure et de l'envisager en tout cas. L'audience a été suspendue à ce moment-là afin de permettre aux parties et aux participants de préparer leurs argumentaires et de présenter des écritures sur ce mode de responsabilité. Et donc, il n'y a rien qui, dans les textes de référence de la Cour, qui nous empêche, nous, en tant que représentants des victimes, de faire part d'une inquiétude que celles-ci ont par rapport à l'implication ultérieure de ce mode de responsabilité du chef de l'article 28, et ce, à la fin de l'audience de confirmation des charges, une fois que les éléments de preuve ou que les preuves auront été entendus par la Chambre. Messieurs, mesdames les juges, j'ai quelques observations à faire sur les observations qu'ont présentées les membres de l'équipe de défense de M. Yekatom. Je vais d'abord terminer avec M. Ngaïsona. Ce sera un peu plus facile pour moi, si vous me le permettez. J'étais en train de remettre un peu de l'ordre dans mes idées après avoir entendu ce qui vient d'être proclamé à l'audience. Revenons au deuxième argument présenté par la défense de M. Ngaïsona, la règle 122, paragraphe 4 du règlement de procédure et de preuve, et la demande de la défense de M. Ngaïsona de ne pas priver son client de pouvoir éventuellement soumettre des exceptions. Eh bien, j'ai deux commentaires à faire. En fait, cette demande donc de ne pas renoncer à est contraire à la formulation que nous avons dans la règle 122.4 et dans le texte de cet article, ce qui a déjà été confirmé le 17 juillet 2019 en appel dans l'affaire Ongwen, qui s'est penché sur l'interprétation de la règle 122, paragraphe 4. M. Ongwen avait en effet invoqué devant
la chambre préliminaire que rien ne l'empêchait de soulever des objections pendant le procès en tant que tel. Mais il a été décidé que cela lui était refusé et c'était confirmé par la Chambre. Je peux bien sûr vous citer toute la décision si vous le souhaitez. Il s'agit de la référence ICC 0204 01 15 1562 au A04 17 juillet 2019 au paragraphe 130. Ensuite, et deuxièmement, et pour rebondir encore sur ce qu'a avancé la défense de M. Ngaïsona, le représentant légal considère qu'il n'y a pas eu d'argument valable et raisonnable qui ait été présenté pour contredire cette règle 122, paragraphe 4, à savoir, je ne vois pas pourquoi il faudrait invoquer l'article 31.1 de la Convention de Vienne, alors que nous avons une règle ici dans le texte qui régit la Cour et qui confirme la pratique de la Cour. Je m'en remets au procureur de revenir sur le délai de 30 jours, mais le seul commentaire que j'aurais à faire personnellement par rapport à ce délai, c'est que nous sommes convaincus que la défense devait s'attendre à ce que le document soit long et aurait dû se préparer. Et la défense aurait dû s'attendre que des écritures supplémentaires soient versées la veille de la confirmation des charges parce que Maître Knops est un collègue très habitué des pratiques et des procès ici à la CPI. Je me tourne maintenant aux arguments présentés par la défense de M. Yekatom. Notre première préoccupation, Monsieur le Président, c'est la demande qui a été faite de suspendre de manière permanente la procédure. Alors, en l'espèce, Monsieur le Président, je vais être très clair, cela annule purement et simplement les droits légitimes des victimes participant à ce procès. La défense n'est pas arrivée à prouver que suspendre cette procédure ici est la solution adéquate en l'état de la procédure aujourd'hui. Nous pensons plutôt que la défense n'a pas pu prouver que les droits du suspect ou des suspects ont tellement été violés que finalement nous sommes dans un procès inéquitable et que les conditions sont prouvées. Et deuxièmement, on n'a pas non plus pu prouver que tout cela trouverait solution pendant le processus. Et nous avons donc ici des arguments à considérer de manière cumulative, comme on le fait d'habitude dans cette Cour. Il faut les deux de manière cumulative pour arriver à ce que l'affaire soit suspendue de manière permanente. Alors, il serait peut-être utile de rappeler le jugement de Lubanga en 2006 en chambre d'appel, paragraphe 24, et qui nous dit, et je cite, « Il appartient à la chambre pertinente d'apporter des corrections aux infractions dans l'intérêt de la justice en utilisant les outils disponibles tout au long du procès, mutadis mutandis, donc toutes ces procédures préliminaires également, de façon à lever tous les obstacles à un procès juste et équitable et permettre aux procédures et au procès de se poursuivre rapidement sur le fond. Et ainsi, s'en remettre plutôt à des solutions beaucoup plus draconiennes qui seraient de suspendre la procédure
Ce n'est dans l'intérêt non seulement des victimes, ni de la communauté internationale dans son entièreté, qui veut que justice soit rendue, mais aussi l'accusé, qui se retrouve sinon dans le vide et dans l'attente d'une décision sur le fond qui lui serait donnée par la CPI. Et nous avons ici une décision qui s'applique à l'identique ici aussi. Or, c'est une chambre qui a rendu une décision pour éviter justement qu'il y ait une infraction à tout procès équitable. Alors, faisant référence aux écritures ex parte, sur d'ailleurs lesquelles la Chambre s'est prononcée récemment, pas plus tard qu'hier, puisqu'une décision a été rendue en faisant droit à la demande de la défense de Yekatom. Et je fais aussi référence aux accusations, aux allégations plutôt, sur l'utilisation d'expurgations non conformes et non standards. Là aussi, nous avons une règle ou une décision qui a été prise en date du 13 septembre 2019, indiquant de manière expresse, et je cite, « L'information qui est déjà disponible à la défense, ainsi que ce qui a déjà été transmis par ordre et fourni d'ailleurs, en ce compris les informations transmises et les divulgations dans cette même décision, permettront de manière suffisante, j'insiste, de manière suffisante pour la défense, l'exercice de ses droits par rapport aux charges. » Alors, la référence de cette citation-là, c'est une décision de votre Chambre, 014 018 341 du 13 septembre 2019, paragraphe 27. Et la décision que j'ai citée juste avant, afin que cela soit couché au procès-verbal, portait référence provenant de l'affaire Lubanga, donc en chambre d'appel, ICC 0104 0106 772 14 décembre 2006, paragraphe 24. Et de toute façon, Mesdames et Messieurs les juges, nous voudrions vous rappeler que les suspects et le droit à la divulgation n'est pas un droit absolu qui leur appartient. Il y a d'autres intérêts concurrents qu'il faut prendre en considération et que tout cela doit être pondéré par la Chambre avant de trancher, en ce compris l'obligation de protéger les victimes et les témoins. To conclude, Your Honor. Et pour conclure, Mesdames et Messieurs les juges, si on devait octroyer aux suspects une suspension de la procédure sur base du fait que les droits de Yekatom auraient été ignorés de manière superflue par le procureur, entre autres, parce qu'on aurait permis des expurgations excessives et aussi l'utilisation de communications ex parte, est pour nous un préjudice irréparable aux victimes dans ce cas-ci qui, elles, attendent que justice soit rendue. Non seulement celles-ci auraient attendu qu'il y ait en effet un procès de ces suspects pendant de nombreuses années, mais en plus, au lieu de voir que le procès se fasse de manière rapide et arrive à une conclusion, il n'y aurait plus d'espoir à avoir et il n'y aurait tout simplement plus d'attente et d'espoir de justice à tout jamais. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître, pour vos observations en vertu de la règle 122, paragraphe 3 du règlement des procédures et des preuves. À présent, je vais passer la parole au procureur pour ses propres observations également. Monsieur le procureur. Thank you very much, Mr. President, Your Honors. Merci beaucoup. I'll be brief, and with your permission,
Mais j'aimerais peut-être traiter les observations dans l'ordre inverse, en commençant par la dernière, si vous me permettez. En ce qui concerne donc les représentants du représentant légal des victimes par rapport aux observations à propos de l'application de l'article 28 à M. Ngaïsona, eh bien, l'accusation a présenté ses charges suite à ses conclusions après l'enquête qui a été faite. Et qui est encore d'ailleurs en train d'être faite. Donc les charges reprochées au suspect représentent en fait les fruits de ces enquêtes en l'état actuel. Donc je n'en dirai pas plus. En ce qui concerne donc l'application de l'article 28 à M. Ngaïsona. Je suis d'accord avec un grand nombre d'observations qui ont été faites par ma consoeur, Mme Massida. J'aimerais souligner quelque chose, 2 ou 3. Premièrement, pour ce qui est de la demande de la défense Ngaïsona devant cette Chambre, demandant à ce que l'on se réfère à la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités pour essayer d'annuler ou de contredire ce qui est dit de façon très explicite dans la règle 122.4 du RPE, je pense que ce n'est pas correct. Et cela va au-delà des observations qu'il convient de faire pour cette règle. Voici ce qui est la règle. À aucun moment, les objections et observations faites au titre de la disposition 3 ci-dessus ne peuvent plus l'être par la suite, ni lors de la procédure de confirmation, ni lors du procès. C'est parfaitement clair, il n'y a aucune ambiguïté. Et la référence à la règle 122.3 au-dessus porte sur les objections à propos questions touchant à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience. Là aussi, il n'y a aucune ambiguïté. Quant aux arguments soulevés par la défense Ngaïsona à propos du délai qui a été accordé à la défense pour se préparer à cette audience de confirmation des charges, eh bien, si je ne me trompe pas, la défense Ngaïsona et aussi la défense Yekatom se sont opposés à la prolongation du délai qui était demandée par l'accusation. Donc c'est un peu ironique au dernier moment, alors qu'avant ils considéraient que le délai était correct, maintenant ils ne sont plus d'accord. Les défenses Ngaïsona, maintenant au dernier moment, semblent dire qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Alors qu'aujourd'hui encore, ils n'ont toujours pas fait d'écriture auprès de la Chambre ou de requête auprès de la Chambre au fin d'avertir la Chambre de ce problème et de dire à la Chambre qu'ils avaient besoin de plus de temps pour se préparer pour la confirmation des charges. Donc je pense qu'il ne convient pas de se pencher sur cette demande. Ce n'est même pas encore une demande d'ailleurs, demande pour ce qui est des délais. Et pour ce qui est maintenant de la portée des charges, le nombre de charges présentées dans le DCC sont presque, découlent des faits et des circonstances qui sont précisées dans le mandat d'arrêt. C'est presque la même chose. Le nombre des crimes, la qualification des crimes peut être facilement déduite de la décision de cette Chambre lorsqu'elle a délivré le mandat d'arrêt pour M. Ngaïsona. C'était en décembre 2018 quand même, il y a presque un an. Le transfert à la Cour s'est fait en janvier 2019. Donc ça fait 8 mois. Et nous considérons que 8 mois suffisaient largement à la défense de M. Ngaïsona pour anticiper la teneur du DCC. En se basant sur le mandat d'arrêt, il est vrai que certaines charges ont été ajoutées par rapport dans le DCC. Des charges qui ne sont pas dans le mandat d'arrêt. Mais
l'accusation a tous les droits de faire cela. Et le cadre réglementaire de la Cour autorise parfaitement l'accusation à procéder de la sorte. Cela dit, l'accusation a quand même signalé à la défense qu'elle avait l'intention de reprocher d'autres charges que celles qui étaient précisées dans le mandat d'arrêt. Et lors d'écriture et aussi lors de conversations avec les équipes de la défense. Nous considérons que cette demande, elle non plus, n'est pas fondée. Maintenant, le fait que le document contenant les charges ait beaucoup de pages, c'est une chose. Mais les éléments de preuve et la substance même, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas parce qu'un document fait plus que 30 pages que la défense ne peut pas se préparer. Parce que la défense, en fait, a besoin de savoir quelle sera l'étendue des éléments de preuve qui seront présentés ensuite lors de l'audience. Or, le DCC est extrêmement précis. C'est pour ça que le DCC est aussi long. C'est parce qu'il est extrêmement détaillé. Mais il permet de réduire le nombre de jours d'audience nécessaires pour la confirmation des charges. C'est tout. Donc là encore, nous considérons que l'argument soulevé par la défense Ngaisona est sans fondement. Maintenant, je vais répondre aux arguments soulevés par la défense Yekatom. Elle a soulevé plusieurs points par rapport au fait ne pas avoir eu accès au dossier du fait des écritures ex parte. Elle s'est plainte aussi de la nature et du nombre d'expurgations. Elle s'est plainte aussi du régime de divulgation qui a existé jusqu'à présent. Dans ces observations et ces objections présentées par la défense Yekatom, on ne trouve rien de neuf. La Chambre a déjà été mise au courant de tout cela. La Chambre a réglé et a tranché sur ces points. Comme l'a dit Maître Massida, la Chambre a déjà décidé sur ce point. Sur tous ces points d'ailleurs. Tous ces points soulevés par la défense Yekatom. La portée des expurgations, et d'ailleurs de façon interpartes et ex parte. Interpartes, nous en avons parlé avec la défense Yekatom et aussi avec l'aide de la Chambre. Ça a déjà été tranché dans la dernière décision de votre auguste Chambre, afin que la divulgation nécessaire soit effectuée correctement aux fins de l'audience de confirmation des chambres. La Chambre, dans sa décision, a aussi dit que s'il y a confirmation des chambres, il faudra les divulgations qui ont déjà commencé vont se poursuivre. Étant donné que la confirmation des charges n'est pas un mini-procès. Le procès, ce sera plus tard, s'il y en a un. La Chambre a déjà traité de ce qu'il en était des écritures ex parte et des audiences ex parte. Un grand nombre de demandes de divulgation a déjà été faites par la défense Yekatom et ont été réalisées d'ailleurs. Je crois qu'il y en a une où nous devons répondre avant le 27 septembre. Nous le ferons d'ailleurs, mais cette demande n'a aucune incidence sur l'équité de ce procès ou sur la rapidité du procès non plus d'ailleurs. La défense Yekatom a souhaité être autorisée à faire appel de cette question portant sur les expurgations et vous avez déjà tranché sur ce point d'ailleurs. Bien sûr, l'accusation a des obligations en matière de divulgation et les a satisfait parfaitement. Nous avons suivi les règles, nous avons suivi le statut, nous avons suivi la jurisprudence et nous avons suivi vos ordonnances. Et très scrupuleusement et à la lettre. Donc nous considérons que c'est une base suffisante pour garantir l'équité du procès. Et je ne vois absolument pas dans les
arguments soulevés par la défense ou par quelqu'un, je ne vois absolument pas pourquoi on ajournerait cette audience et la procédure. Voilà, j'en ai terminé. Madame, Messieurs les juges, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Pour le moment, donc, nous avons fait le tour de la table. Chacune des parties et chacun des participants ont exposé leurs observations et ont répondu aux observations des autres. Et je vais me tourner vers mes collègues s'il y a un juge qui a une question. Sinon, la Chambre va se déterminer. Mes collègues n'ont pas de questions, moi-même je n'en ai pas. Alors, la Chambre a pris bonne note de toutes les observations et de toutes les réponses et elle va délibérer. En vertu de la règle 122, paragraphe 6 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre statuera sur ces observations dans la décision de confirmation des charges. Pour le moment, donc, sans plus attendre, nous allons poursuivre notre audience. Je vais maintenant inviter le bureau du procureur à exposer ses observations sur le fond de l'affaire. Je rappelle que le bureau du procureur dispose de 6 heures, 6, pour ces observations. J'aimerais rappeler aussi que pour le bon travail de nos interprètes, il est souhaitable de parler doucement et de marquer des pauses chaque fois à la fin de vos phrases. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Comme je l'ai indiqué ce matin, vous souhaitez que j'attende un instant, Monsieur le Président, ou est-ce que je peux y aller? Non, c'est bon, vous pouvez y aller, mais je voudrais seulement vous rappeler que nous avons reçu vos écritures et qu'il n'est pas nécessaire de répéter oralement ce que nous avons déjà lu. Vous pouvez vous résumer et aller au point nouveau s'il y en a, aux éléments nouveaux. Merci. Okay. Thank you again. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse à l'avance, Monsieur le Président, parce qu'en effet, nous avons préparé notre argumentation pour l'audience d'aujourd'hui. Donc, il se pourrait qu'il y ait certaines répétitions, mais je crois que ces répétitions sont tout à fait nécessaires et cela vise un but précis dans le cadre de la confirmation des charges. Comme je l'ai indiqué donc ce matin, malheureusement, Monsieur le Président, la procureure de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, qui normalement aurait dû s'adresser à vous pour la présentation des moyens de l'accusation, n'est pas disponible en raison de circonstances imprévues ce matin. En son nom, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, je vais lire sa présentation dans quelques instants, si vous me le permettez. La première partie sera en français, Monsieur le Président, juste pour prévenir les interprètes, et je ferai tout mon possible pour les lire de manière correcte. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge,
Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom sont ici aujourd'hui en raison de leur implication criminelle dans une campagne de violence et de terreur menée contre des civils, incluant des enfants. Une campagne exécutée par les anti-Balaka entre décembre 2013 et décembre 2014, dans le cadre d'un conflit armé qui a dévasté la République centrafricaine à partir de l'année 2012. Comme le document de notification des charges l'affirme, M. Ngaïsona et M. Yekatom ont conjointement commis, concouru ou apporté toute autre forme d'assistance à la commission des graves crimes poursuivis dans cette affaire qui ont été perpétrés par les anti-Balaka. M. Yekatom a également commis personnellement certains crimes, a ordonné des crimes ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les crimes commis par ses subordonnés qui étaient sous son commandement et son contrôle effectif. Avant 2012, les musulmans et les chrétiens vivaient paisiblement ensemble en République centrafricaine. Ils grandissaient ensemble, se mariaient ensemble, étaient voisins, amis, membres des mêmes familles. Les violences chroniques qui avaient affligé le pays pendant des décennies ne les avaient jamais divisés selon les lignes religieuses. Cela a pourtant changé à la fin de l'année 2012. Un groupe armé connu sous le nom de Seleka a émergé au nord-est de la République centrafricaine. La Seleka, qui était une coalition constituée de combattants principalement musulmans, s'est rebellée contre le régime du président François Bozizé. Cette insurrection, qui a débuté dans le nord-est du pays, s'est renforcée et progressant vers Bangui. Le 24 mars 2013, la Seleka est finalement descendue sur la capitale et a chassé le gouvernement en place. Après que Bozizé et ceux qui lui étaient loyaux ont fui en exil, la Seleka s'est approprié les ressources, les structures et l'appareil militaire de l'État centrafricain. Une fois au pouvoir, le Seleka a mis en place une politique de terre brûlée et de terreur visant les anciens fiefs de Bozizé et ses soutiens. Avec votre permission, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, je vais à présent poursuivre en anglais. S'il vous plaît, poursuivez en anglais. During the months Au cours des mois suivant le 24 mars 2013, le coup d'État du 24 mars, un contre-mouvement s'est mis en place au sein de ce pays. Des atrocités à grande échelle ont poussé les gens à se défendre, à défendre également leur communauté et leur famille contre le règne de la Seleka. Ils étaient poussés également par un désir de vengeance et de revanche contre ceux qu'ils percevaient comme étant responsables des crimes de la Seleka et ceux qui étaient perçus comme étant des traîtres pour s'être alliés à eux, à savoir la population musulmane. Un combattant anti-Balaka décrit, je cite, « Sous le règne de la Seleka, les gens se sentaient impuissants, ce qui a donné lieu à la création des anti-Balaka. Cela venait de partout. Ça ne provenait pas d'une seule personne. Au début, les gens se sont regroupés pour se protéger. Lorsque la Seleka entrait dans des villages, ils tuaient des hommes, des femmes et des enfants. Certains des garçons ont réussi à s'échapper et ils se sont organisés pour se défendre. Si vous prenez 100 anti-Balaka, chacun avait ses propres raisons de rejoindre le groupe.
Ils peuvent vous dire ce que la Seleka leur a fait pour qu'ils deviennent eux-mêmes des anti-Balaka. Pour un autre témoin, c'est le meurtre de sa mère qui l'a poussé à prendre les armes. Je cite, « Lorsque j'ai entendu que ma mère avait été tuée et que son corps avait été abandonné dans la rue, je suis parti pour aller retrouver mes frères et nous l'avons enterré à côté de sa maison. Lorsque quelqu'un tue votre mère, vous perdez tout sens de votre personnalité. J'étais en colère et j'ai fait la première chose qui me venait à l'esprit. Je ne pouvais pas pardonner. Donc j'ai décidé de créer une rébellion. Lorsque ma mère a été tuée, je me suis mis en colère et j'ai voulu venger son décès. » Fin de citation. De nombreuses victimes des crimes de la Seleka ont reproché ces crimes aux musulmans. Un témoin a dit, je cite en français, « Les Arabes, ceux-là, ont tué ma mère, mon père. C'est trop. C'est trop. Il faut les Arabes droit quitter. Il faut les Arabes droit quitter dans la Centrafrique. Ici, c'est mon pays. Tous les Arabes, n'importe. Mais sinon, je dois me continuer à tuer, même les Arabes, me venger. » La République centrafricaine connaît une tradition où les civils ont formé des groupes d'autodéfense dans leur communauté. Ces groupes ont été utilisés depuis très longtemps dans la politique centrafricaine et sont activés quand le besoin s'en fait ressentir. Gaïsona les connaissait. Et dans le contexte de cette affaire, il connaissait leur motivation, qui était de se venger contre les musulmans pour les atrocités commises par la Seleka. Depuis son exil, Nguessona et d'autres membres du cercle rapproché de Bozizé utilisaient ces groupes. Ils exploitaient ces sentiments de vengeance et de haine ressentis par leur peuple pour créer une force de combat qui pourrait défaire la Seleka, afin qu'ils puissent ainsi reprendre le pouvoir. Dans le document qui décrit les charges, nous appelons cela le plan commun stratégique. Les éléments de preuve soumis démontrent que M. Nguessona et ses co-auteurs ont renforcé les capacités de ces groupes d'autodéfense indépendants en les coordonnant, en leur fournissant des ressources et en promouvant leur action collective. Ce faisant, M. Nguessona savait que les forces de combat auxquelles il avait contribué lors de leur formation et de leur développement cibleraient de manière violente la population civile musulmane dans l'ouest de la République centrafricaine et commettraient les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dont il doit répondre. Depuis la mi-2013, les anti-Balaka ont augmenté leur influence étant donné que Nguessona encourageait et les décrivait comme étant des libérateurs et des héros nationaux. Ils étaient considérés par les Centrafricains comme étant des sauveurs qui libéreraient leur peuple du règne sanglant de la Seleka. M. Nguessona les appelait ses enfants. Les anti-Salaka étaient célébrés. Un témoin a expliqué, je cite, « Les femmes dans le quartier frottaient des couvercles de casseroles et encourageaient les hommes. Elles chantaient « Alala Alagawe » qui signifie en sango « Ils sont ici, ils sont arrivés ». Mais très rapidement, les anti-Balaka, comme la Seleka, se sont mis à commettre des meurtres et à opprimer la population. Ils ont trahi les valeurs de lutte pour la libération et les espoirs que l'on plaçait en eux. Un chrétien a dit, nous pensions qu'ils étaient là pour nous libérer de la Seleka. Je ne savais pas qu'ils avaient l'intention de cibler les civils musulmans. J'ai pris peur d'eux très rapidement et je me suis mis à les détester parce qu'ils ont changé très vite de comportement. Fin de citation. Alors que les nouvelles des assauts des anti-Balaka contre les musulmans
circuler dans le pays, un autre témoin nous explique qu'il a refusé de partir parce qu'il ne pouvait pas croire que leurs frères chrétiens se retourneraient contre eux. Fin de citation. Cependant, la rhétorique anti-musulmane de Bozizé et de son cercle rapproché, qui montait les chrétiens contre les musulmans comme étant des soutiens perçus de la Séléka, était une réalité. Les musulmans étaient considérés comme étant des traîtres, des collaborateurs et des étrangers. Les anti-Balaka ont ciblé tous les musulmans. Ils ont détruit des mosquées. Ils ont pillé et brûlé leurs boutiques et leurs maisons. Ils ont décimé des communautés entières, expulsant des musulmans à une échelle sans précédent. Ils ont tué, ils ont violé des femmes et des enfants. La dure réalité pour les musulmans est qu'ils n'avaient pas d'endroit dans la République centrafricaine où ils pouvaient se réfugier dans leur propre pays. Dans leur quête pour reprendre le pouvoir, Ngasona et des autres membres du plan commun stratégique ont renforcé les capacités des groupes anti-Balaka pour commettre les crimes visés. En tant que ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, M. Ngasona avait beaucoup d'autorité et d'influence. Il encourageait les jeunes à prendre les armes. Il mobilisait et coordonnait des groupes sur le terrain. Il était riche et il pouvait leur fournir des ressources. Ngasona a fourni aux anti-Balaka de l'argent, il les a soutenus, leur a permis d'avoir accès à des armes et à des munitions. Ces contributions et d'autres contributions ont permis de transformer les anti-Balaka en une force qui, en fin de compte, a pu renverser le régime de la Séléka. Mais également, et cela est très important, une force capable de commettre les crimes visés à une échelle et avec une amplitude avec laquelle ils ont été perpétrés. Monsieur Yekatom a dirigé un de ces groupes anti-Balaka. Il se décrivait comme étant le commandant Rambo. Lui-même, avec d'autres membres de son groupe, ont ciblé violemment la population musulmane de Bangui, de Boeing et d'autres zones du sud-ouest de la République centrafricaine. Ils ont expulsé des musulmans, ils en ont tué et M. Yekatom a personnellement commis des crimes. M. Yekatom a armé et a formé son groupe, des milliers d'hommes. En ses propres termes, lorsqu'il s'adressait à un de ses soldats, il a dit, je cite, « L'objectif de la formation est de pouvoir tuer plus de musulmans et de Séléka. » Fin de citation. Ces soldats obtempéraient. Ils ont exprimé leur intention de massacrer la population musulmane. L'un des témoins, un musulman de République centrafricaine, qui faisait partie des nombreuses victimes forcées à fuir de leur pays lors de l'importante journée du 5 décembre 2013, lors de l'attaque anti-Balaka sur Bangui. M. Ngasona et M. Yekatom sont inculpés de crimes qui découlent de cette offensive coordonnée et d'autres offensives. En regardant à partir d'un trou dans le mur de sa maison, le témoin nous dit, je cite, « Entre 8h et 9h du matin, les anti-Balaka ont poursuivi un homme musulman et l'ont rattrapé sur la route qui se trouve devant ma maison. Les assaillants criaient. C'est un arabe. J'ai entendu l'homme les priant de l'aider, mais les anti-Balaka l'ont passé à tabac et l'ont tué. J'ai vu le cadavre de cet homme couché sur la route. J'appelais partout pour qu'on vienne m'aider afin que je puisse faire partir ma famille de ce quartier. Je craignais pour la sécurité de ma famille et je souhaitais qu'ils trouvent refuge dans un lieu sûr. Je crois que nous n'avions pas de choix et nous devions fuir le quartier. Les conséquences, si nous étions restés dans la maison, eh bien, c'est que nous aurions tous été tués. Fin de citation. Les actions violentes contre les musulmans étaient une politique anti-Balaka qui a été répétée dans les provinces occidentales. Des éléments anti-Balaka allaient de village en village. Ils arrivaient en convoi armé ou à pied. Ils pillaient, ils tuaient et ils volaient tout ce qu'ils trouvaient. Des parties entières du pays ont été vidées
suite à l'expulsion et à la fuite des populations musulmanes. Craignant pour leur vie, des colonnes entières de musulmans déplacés ont quitté leur ville et leur village. Ils s'enfuyaient où ils pouvaient, y compris dans les pays voisins. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, sans armes, étaient extrêmement vulnérables. Ils ne jouissaient d'aucune protection, étaient souvent exposés et ciblés lors de ce voyage désespéré vers la sécurité. Les hommes étaient souvent séparés des femmes et des enfants, à l'écart des membres masculins de leur famille. Les femmes étaient particulièrement vulnérables. Elles faisaient l'objet de violences sur la base de leur ethnicité, y compris des violences de caractère sexuel, sous leurs formes les plus dégradantes et les plus humiliantes. Des civils sans défense ont été confrontés à des éléments anti-Balaka qui savaient qu'ils pouvaient agir pratiquement en toute impunité. Un témoin, une jeune fille musulmane, faisait partie d'un groupe qui a pris la fuite suite à une attaque anti-Balaka. Elle est partie avec sa famille pour trouver refuge auprès de l'imam. 4 membres de sa famille ont trouvé la mort. Se cachant seule dans une maison abandonnée, elle a été entourée par 4 éléments anti-Balaka. Alors qu'elle se faisait violer, elle leur a dit, je cite, « Je préférerais que vous me tuiez ». Fin de citation. Nombre de personnes qui n'ont pas pu fuir leur propre ville ont été rassemblées dans des enclaves. Ces enclaves ont été décrites par certains comme étant des prisons à l'air libre. Fin de citation. Ceux qui étaient à l'intérieur des enclaves mouraient, souvent souffraient de la faim ou mouraient de maladies qui auraient pu être prévenues. Monsieur le Président, les attaques anti-Balaka contre les musulmans dans l'ouest de la République centrafricaine, que ce soit à Bangui ou dans d'autres provinces, n'étaient pas spontanées ni par hasard. Cela montre que cela s'est produit sur un territoire très vaste et au cours d'une très longue période. Il ressort qu'il y a un but et une politique unique, à savoir cibler de manière violente la population musulmane ainsi que leur soutien présumé pour venger les crimes et les atrocités de la Séléka. L'anti-Balaka était une milice organisée qui était efficace et M. Ngaïsona dirigeait la coordination nationale de ce groupe. Les anti-Balaka disposaient de capacités de communication pour transmettre les ordres, comme les éléments de preuve le démontrent. Les commandants de zone des anti-Balaka recevaient des instructions sur les futures attaques prévues et rendaient des comptes à la coordination nationale pour ce qui est des questions de discipline sur leur position géographique et sur les résultats de ces attaques. Des soldats formés renforçaient les rangs du groupe et étaient nécessaires pour mettre en œuvre les plans communs stratégiques et opérationnels. Le rôle de M. Yekatom et le groupe de M. Yekatom jouaient un rôle important dans ces plans. Il était un commandant militaire avec des milliers d'hommes sous ses ordres et il organisait son groupe avec une hiérarchie de type militaire. Il était respecté, il était craint et ses ordres devaient être obéis. Que ce soit sur le terrain ou lorsqu'il coordonnait à distance, aussi bien messieurs Yekatom que Ngaïsona savaient que les crimes visés se produisaient, étaient perpétrés ou pourraient être perpétrés dans le cours ordinaire des événements qu'ils avaient mis en œuvre. Ils savaient tous les deux que le recrutement, les campagnes et le déploiement des troupes pleines de haine et souhaitant se venger contre les musulmans, eh bien, que cela serait dirigé non seulement contre la Séléka armée, mais également contre les civils musulmans. Ils savaient que ces attaques cibleraient des enfants, ou impliqueraient plutôt des enfants qui n'avaient pas encore 15 ans. Ces enfants enrôlés et utilisés dans les hostilités étaient également traités de manière inhumaine et faisaient l'objet de violences. Les enfants recevaient également des ordres pour commettre des crimes contre des civils. Un des enfants décrit son expérience dans les anti-Balaka. Il dit que lorsque leur chef attrapait un arabe en vie,
citation, il nous demandait de lui donner des coups de couteau. On avait l'ordre de lui donner des coups de couteau et de sectionner son oreille. C'est le chef de section qui nous donnait cet ordre. Une fois que le prisonnier était fatigué, nous creusions une fosse peu profonde, à peu près à hauteur de genou. Nous le jetions là-dedans et les chefs venaient pour le tuer. Donc ces enfants qui ont été exploités, violés et forcés à participer à ces atrocités sont des victimes des crimes de messieurs Yekatom et Ngaïsona. Ils se trouvent aux côtés d'un nombre innombrable de ressortissants de la République centrafricaine qui se sont retournés contre eux pour servir les objectifs politiques de ces hommes puissants. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les charges qui vous sont présentées aujourd'hui sont très graves et les éléments de preuve soumis nécessitent leur confirmation. Les résidents musulmans de la République centrafricaine ont été terrorisés. Perçus comme étant des complices de la Séléka, ils ont été les victimes d'un groupe violent qui avait l'intention de les éliminer. Donc, au vu des éléments de preuve dont vous disposez, des preuves substantielles existent pour croire que M. Ngaïsona est responsable des crimes qui lui sont reprochés. Il a joué un rôle essentiel. Il a contribué au plan stratégique commun. Il a aidé à le créer. Il a aidé sa mise en œuvre. Il a organisé et coordonné les chefs anti-Balaka et les Comzones. Il a dirigé des dizaines de milliers d'éléments anti-Balaka. Il avait le statut, l'autorité et l'influence nécessaires et il l'a utilisé pour faire pression sur ces groupes à Bangui et dans les provinces occidentales. Les éléments de preuve montrent aussi des preuves suffisantes pour penser que Yekatom est responsable des crimes commis par ses troupes dans les zones sous son contrôle. Dans la mise en œuvre du plan commun opérationnel et aux fins du but commun, concernant tous les crimes qui sont reprochés aux anti-Balaka, Yekatom a déployé des troupes et les a commandées lorsqu'il ciblait violemment la population civile musulmane. Il n'a pas empêché ses troupes de commettre ces crimes, ne les a pas sanctionnés non plus, alors que les troupes étaient sous son commandement et contrôle effectif. De plus, il savait parfaitement que les crimes allaient être commis ou avaient été commis. Et de plus, il a ordonné personnellement des crimes et les a commis aussi personnellement. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, pour ces faits, Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom doivent être jugés. Je vous remercie. Nous en avons terminé en ce qui concerne les présentations d'ouverture de l'accusation. Alors, je vois qu'il est 13 heures. Je ne sais pas ce qu'il convient de faire. J'ai une présentation à faire. J'en ai pour à peu près 45 minutes, peut-être 50. Peut-être pourrons-nous faire la pause maintenant et on reprendrait plus tard. Sinon, j'en ai pour 45 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Van der Pouye. La Chambre vous remercie pour votre présentation. La Chambre comprend très bien que Madame le procureur n'est pas là aujourd'hui. Quant à votre demande en ce qui concerne la suite, je pense, avec mes collègues, qu'il est bon d'arrêter maintenant et nous reprendrons donc à 14h35 minutes, 14h35 cet après-midi pour la suite de notre audience. Nous allons donc suspendre l'audience maintenant. Madame la greffière. All rise, veuillez vous lever.